Bonjour. La dissolution de l'Assemblée nationale décidée par Emmanuel Macron a créé le chaos dans le monde politique et donné cours à une série de grandes manœuvres. L'heure des combinaisons a sonné. Les ennemis irréconciliables dans tous les camps se rabibochent en quelques minutes pendant qu'autour de Macron, c'est la débandade. Les clivages traditionnels sont remis au goût du jour. La gauche d'un côté avec le nouveau Front populaire, la droite de l'autre avec l'Alliance Rassemblement National, Ciotti et une partie des Républicains, la Macronie au milieu, très affaiblie. Et pour cause. La dissolution donne l'opportunité d'affaiblir plus encore Macron, rendre sa fin de règne impossible, invivable. Pour cela, encore faut-il parler de l'essentiel. Quels programmes lui sont opposés? Qui est qui en réalité? Et qui veut quoi? Chasser Macron, telle est la volonté majoritaire dans le pays, qui explique d'ailleurs le vote massif pour le Rassemblement national aux élections européennes. Rarement un président de la République aurait été aussi haï. Pour son style d'abord, violence verbale, mépris, arrogance. Pour sa politique surtout, destruction de l'État social, négation de la France, destruction de la nation, déni de la démocratie, autoritarisme. Il est cocasse de voir à chaque occasion Emmanuel Macron se draper dans les habits vertueux du défenseur de la démocratie contre le danger fasciste hier, les dangers extrémistes aujourd'hui. Il serait donc le garant d'une société pacifiée là où tout le monde voudrait la mettre à feu et à sang. Mais la réalité est tout autre. Macron mêle dans l'exercice du pouvoir les ingrédients de la dictature, de la tyrannie, du totalitarisme. Pour la dictature, il a mis en place un fonctionnement politique autoritaire, maintenant son pouvoir par l'exercice de la violence avec atteinte directe aux libertés. C'est lui qui a fait tirer sur le peuple français. Les gilets jaunes n'ont pas la mémoire courte. Pour la tyrannie, il détient le pouvoir seul, parfois contre tous de manière despotique. Cela jusque dans son propre camp. L'épisode des retraites, par exemple, rappelle le caractère tyrannique du pouvoir macronien. Dressé contre tout un peuple, ses représentations, contre ses partis, contre les syndicats, contre les associations. Pour le totalitarisme, il contrôle tout, appuyé sur les institutions de la Ve République pour régenter la vie des Français. Aujourd'hui, au nom de la souveraineté européenne, Macron œuvre pour détruire jusqu'au bout la souveraineté nationale, le droit de la nation de décider ce qui est bon pour elle et ce qui ne l'est pas, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Il est porteur d'une modification au niveau européen des processus de décision, supprimant le droit de veto sur les questions importantes, ce qui signifie qu'une coalition de pays pourrait, s'il le désire, imposer leur point de vue à un pays contre sa volonté, contre la volonté de son peuple. Macron veut détruire la nation. Il veut tuer la France et les Français. Voilà la réalité. Voilà pourquoi la majorité macronienne sera défaite. Les candidats qui se présenteront au nom de la Macronie seront battus. Pour se faire une virginité, Macron aimerait revoir jouer le même film du fascisme menaçant. Lui rempart contre le Rassemblement national, du déjà vu avec le résultat que l'on connaît. Grâce à Macron et à la gauche, j'y reviendrai, jamais le Rassemblement national n'a été aussi fort. Tous d'accord, en fait. Lorsque les proches de Macron appellent l'histoire à la rescousse et évoquent les nazis, les antifas de pacotille défilent au cri de No Passeran. Si le Rassemblement national n'existait pas, eh bien il leur faudrait l'inventer. L'inventer car il permet d'abord aux uns et aux autres de ne pas aborder leur propre bilan en exhibant la bête immonde. L'inventer, car il permet ensuite de ne pas aborder les sujets qui lui ont été abandonnés et qui constituent son fonds de commerce. Évoquer l'insécurité, l'immigration, le salafisme et l'islam radical, c'est pour la Macronie et la gauche être facho, tout simplement. Macron est le président de la gauche, élu par elle, la gauche, aux dernières présidentielles, avec les conséquences que nous subissons. Tout cela au nom du combat contre le fascisme, évidemment. La force du Rassemblement national, c'est la Macronie et la gauche qui la lui ont apportée. Le Rassemblement national bénéficie du rejet de la gauche dans le monde du travail. Oh, ce ne sont pas les travailleurs qui ont tourné le dos à la gauche, non, 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 mais la gauche qui, par sa politique durant une trentaine d'années, a tourné le dos au monde du travail, qu'elle a rejeté dans les bras du Rassemblement national. C'est ainsi que le Rassemblement national est devenu électoralement le premier parti ouvrier du pays. Pour son organisation, pour ses militants, pour ses cercles structurés, il se rapproche plus de la conception insoumise d'un parti gazeux que d'un parti organisé, comme un parti fasciste doit l'être pour assumer son rôle. Le Rassemblement national est un parti bonapartiste vertical, dirigé de haut en bas, avec une direction au plein pouvoir. Le Rassemblement national, parti fasciste, contrairement à tout parti fasciste, il se réclame de la démocratie, veut accéder au pouvoir par le suffrage universel, et affirme un projet politique équivalent à celui de ses adversaires. Le Rassemblement national, promu au rang de premier parti d'opposition par les médias officiels, n'est en réalité pas un parti d'opposition, non, c'est un parti de rechange. Aussi la situation est bien paradoxale.
Alors que de nombreuses personnes dans le monde du travail y voient une porte de sortie, parce que lui, on ne l'a pas essayé, entend-on dire parfois, le Rassemblement national se range du côté des capitalistes contre les travailleurs. La posture sur les retraites ne peut camoufler cette réalité. D'ailleurs, Bardella ne vient-il pas de repousser son engagement d'abroger la réforme des retraites au calendrier grec? Sur le plan économique, il vit sur le flou pour tenter de ratisser large entre plusieurs clientèles qui lui donnent son poids électoral. Sur le pouvoir d'achat, il s'oppose à l'augmentation du SMIC, par exemple, propose la baisse des cotisations sociales, c'est-à-dire la baisse du salaire différé, socialisé, vieux rêve des capitalistes, et se prononce pour des primes au mérite, c'est-à-dire à la tête du client, objet de division du monde du travail. Sur le chômage, Marine Le Pen se veut virulente. Elle déclare à l'attention des macronistes: Je suis opposée à la philosophie qui est la vôtre vis-à-vis de l'indemnisation du chômage. Elle consiste à considérer que si les gens sont au chômage, c'est en gros de leur faute. Le discours de Marine Le Pen est à prime abord un discours syndical de base des plus respectables. À prime abord seulement. Car en même temps, elle propose d'amender la loi en disant: Si on vous propose un CDI à l'issue d'un CDD et que vous le refusez, vous êtes considéré comme démissionnaire, comme ayant choisi une démission qui ne vous ouvre pas droit aux allocations chômage. Bref, si vous refusez de pérenniser votre embauche dans un boulot insupportable, un boulot de forçat, ou encore un boulot de merde, comme on dit communément, eh bien, fini le chômage. D'autres exemples illustrent bien la nature du Rassemblement national. Durant la grève des retraites, Marine Le Pen soutenait dans les raffineries les revendications, mais condamnait les grèves et approuvait les réquisitions des salariés. Le Rassemblement national est un parti partisan de l'ordre social, contre toute manifestation qui remet en cause la propriété privée. Et sur le fond, le Rassemblement national est partisan des privilèges des fortunés, en l'occurrence des pétroliers. Au Parlement européen, par exemple, le Rassemblement national vote contre la loi destinée à tenir pour responsables les multinationales en cas de violation des droits humains ou de dommages environnementaux. Les multinationales peuvent être assez reconnaissantes. Concernant la levée du brevet des vaccins, sujet mis à la une au moment du Covid, le Rassemblement national vote également contre la propriété intellectuelle de Big Pharma, dénoncée par les Gilets jaunes et bien protégée. Là, ce sont les grandes firmes pharmaceutiques qui peuvent être reconnaissantes. Sur la défense des travailleurs ubérisés, pour qu'ils bénéficient des mêmes protections sociales que les travailleurs sous contrat de travail, le Front national s'abstient. Monsieur Hubert, là, est lui très reconnaissant. Et sur l'immigration, pas grande différence entre les déclarations du Rassemblement national et celles d'une bonne part de la Macronie, dont le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ou Macron lui-même, par exemple, qui se prononce pour l'entrée sur le territoire d'une main-d'œuvre étrangère voulue par les patrons. Bref, pas besoin de diaboliser le Rassemblement national en évoquant le fascisme pour ne pas adopter sa politique. Non, non, le Rassemblement national est un parti de défense des capitalistes, comme les Renaissances de Macron et quelques autres. La seule différence entre le macronisme et le lepénisme réside dans la reconnaissance que porte le système, la Ve République, à l'un plus qu'à l'autre. Mais pour la politique, l'un et l'autre sont synonymes de défense des intérêts capitalistes contre les ouvriers et les salariés. Il y a une série d'engagements assez tentants. La hausse du SMIC à 1 600 €, le blocage des prix des produits de première nécessité, le rétablissement de l'impôt sur la fortune, ou encore l'abrogation de la réforme des retraites ou de l'assurance chômage. Mais en même temps, il y a la soumission à l'Union européenne, qui de fait est un obstacle à toutes les bonnes intentions. Et puis il y a le soutien à l'Ukraine à travers notamment le vote de toutes les aides qui permettent de financer la guerre, le soutien de fait à l'économie de guerre définie par Macron, qui ponctionne des milliards qui pourraient être destinés au bien-être des Français et qui sont dirigés vers l'économie d'armement. Dans le bal des faux culs, le nouveau Front populaire ne laisse pas sa place. Et puis il y a les symboles qui font figure de programme. L'investiture de François Hollande. Oui, sans doute parce que mon ennemi c'est la finance, disait-il. Il se moque de nous, non ? Tenez, l'investiture aussi d'Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, ancien ministre de la Santé, artisan de la réforme des retraites de Macron qu'il s'agirait aujourd'hui d'abroger. Il se moque vraiment de nous, non ? Et puis, pour les symboles, toujours le retrait d'Adrien Quatennens, sous la pression des organisations néo-féministes, pour qu'aucune peine ne puisse amender une gifle reconnue et condamnée. Le retrait de Quatennens est un signe en direction de la mouvance woke, en l'occurrence MeToo, en direction du totalitarisme drapé dans les bonnes intentions. Oui, il se moque de nous. Et puis, il y a les déclarations constitutives de ce nouveau Front populaire. Parmi elles, celle de Glucksmann, qui donne le ton sur l'Ukraine et sur l'Union européenne, démentie par personne, acceptée par tous.
et celles qui sans doute ont le plus de poids, celles de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon va jusqu'au bout dans le soutien à l'islamo-gauchisme, avec des propositions qui, comme toujours, peuvent être récusées, bien sûr, mais qui, à l'usage, sont d'une clarté totale. Il y aurait la vieille France, dit-il, incarnée par le vote Rassemblement national. La France périphérique, donc, bien analysée par Christophe Guilly, la France délaissée, abandonnée, celle qu'on trouvait déjà à l'heure des Gilets jaunes, ce serait ça la vieille France. Et puis la nouvelle France, celle que veut incarner la France insoumise, celle des centres-villes, celle des quartiers, celle des bobos qui se font servir par les livreurs Uber à vélo. Dans cette nouvelle France mélenchonienne, il y a la France créolisée, dit-il, concept qui lui permet de lorgner sur un électorat de substitution à celui que la gauche a définitivement abandonné depuis que la Fondation Terra Nova a donné le ton en 2011. Abandonné donc au Front National d'abord, au Rassemblement National ensuite, l'électorat ouvrier et salarié. Mélenchon, en effet, illustre à merveille les préceptes de Terra Nova, qui conseillait à la gauche de se tourner vers un nouvel électorat urbain, disait-il, les diplômés, les jeunes, les minorités des quartiers populaires, les femmes, tous unifiés par des valeurs culturelles progressistes, disait la Fondation, au détriment des couches populaires et des ouvriers, car, disait-il toujours, ils votent de moins en moins à gauche. Mélenchon en appelle directement au vote communautaire, celui des croyants dans l'islam, dont certains représentants ont d'ailleurs été directement investis, celui des néo-féministes, celui des racisés, dit-il. Il va jusqu'au bout dans la provocation, évoquant la France au pied du mur, devant choisir qui elle est, affirmant que ceux qui s'appellent Français de souche, dit-il, présentent un problème sérieux à la cohésion de la société. Il va donc jusqu'au bout, condamnant les Français pour ce qu'ils sont. Il mélange à loisir les immigrés corses, bretons, les Maliens, les Algériens, les Marocains, pour ne pas parler de ses accointances avec l'islam politique, et évoque la refondation de la France, et cette nouvelle France que nous devons avoir à l'esprit, dit-il, quand nous entreprenons la politique du nouveau Front populaire. C'est ainsi que le leader de la France insoumise, principale force présente au sein du nouveau Front populaire, se fait parfait repoussoir pour des millions de Français qui refusent de participer, là aussi, au bal des faux culs. Alors, la dissolution a été le produit d'un mouvement profond au sein des classes sociales, qui rejettent la Macronie, et avec elle Macron lui-même. Ce sont les députés que la démocratie a éjectés. Mais c'est Macron lui-même, Macron, au nom même de la démocratie, qui aurait dû s'en aller. La Ve République lui permet, bien qu'ultra minoritaire, de rester en place, et dans une cohabitation, quelle qu'elle soit, d'imposer sa politique antisociale dans nos frontières, politique de guerre au niveau international. Le 13 juin, il déclarait par exemple lors du sommet de l'OTAN, concernant l'envoi d'instructeurs militaires et la livraison de Mirage 2000 à l'Ukraine, rien n'a été remis en cause. Les choses avancent comme elles ont été décidées. Rien n'a été remis en cause, dit-il, et surtout pas les 413 milliards de la loi de programmation militaire, confisqués au détriment de l'école, de la santé, des services publics en général. Il faut bien reconnaître à Macron le mérite dans la dissolution d'avoir dynamité les vieux cadres et d'avoir ouvert, sans doute sans le vouloir, une période de crise politique qui tournera sans doute en crise de régime. Pour cela, les candidats macronistes seront largement battus, sans aucune illusion ni espoir dans l'élection de quiconque à ces législatives. Derrière le bal des faux culs, la véritable fête s'annonce. Du moins, espérons-le, celle organisée et accomplie par les millions qui, dans le pays, n'en peuvent plus de la politique soumise aux intérêts du capital financier et de ses bras armés, les gouvernements de la Ve République, l'Union européenne et l'OTAN, que tous, en réalité, s'engagent à respecter. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez, si vous le désirez, cliquer sur le petit pouce quelque part sur l'écran pour lui permettre d'être mieux référencé. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour être informé des nouveautés. Vous y trouverez une centaine de vidéos, dont les dernières liées à la question de la guerre en Ukraine, la guerre à Gaza, aux questions locales que sur la santé, l'immigration ou encore les services publics en général, ou la question européenne. Vous pouvez également vous rendre sur le site Asocial, où avec quelques amis, nous publions analyses, enquêtes, éditos. Voilà, bon, portez-vous bien, aussi bien que possible, et à la prochaine. Salut.